83 000 € volés, mon père a falsifié ma signature. Ma sœur a dépensé mon héritage en vacances. J'ai 23 ans et je travaillais dans une entreprise de nettoyage à sec qui appartenait à mes parents. C'était un établissement assez grand, les clients venaient de toute la région de Lyon. J'y aidais depuis que j'avais 16 ans, venant après le lycée presque chaque jour pour prendre les commandes et les traiter. Lorsque j'ai eu 18 ans, je connaissais tout sur les produits chimiques, les types de tissus et les différentes sortes de tâches. J'étais doué dans ce que je faisais. Mais je n'avais jamais prévu de faire du nettoyage à sec ma carrière. Après le baccalauréat, je voulais aller à l'université à Bordeaux pour étudier le design d'intérieur. C'était mon rêve. Puis mes parents m'ont fait asseoir pour une discussion. « Amélie, nous avons besoin que tu reportes l'université pour le moment », a dit ma mère. « Quoi ? Pourquoi ? Ta sœur traverse une période difficile. » Mon père a dit, « Sandrine vient de divorcer. Elle est seule avec un bébé. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour son avocat, nous avons même contracté un prêt pour payer les services juridiques. Sandrine était ma sœur aînée, de 7 ans plus âgée que moi. J'étais au courant de son divorce, mais je ne voyais pas ce que cela avait à voir avec mes projets universitaires. Nous n'avons même plus d'argent pour continuer à payer nos employés, a ajouté ma mère. Nous avons besoin de ton aide ici juste pour 1 an ou 2, ensuite tu pourras aller à l'université. Ils m'ont regardé avec ces visages tristes, racontant à quel point tout était difficile. Je me suis senti coupable, alors j'ai accepté. C'était il y a 5 ans. Mes parents ont licencié 2 employés immédiatement. Ils n'ont embauché personne pour les remplacer. Je me suis retrouvé seul à tout faire, prendre les commandes à la réception, nettoyer les vêtements, gérer les clients. Et vous savez quoi? Ils me payaient au SMIC. Après toutes ces années à travailler gratuitement, ils ont finalement commencé à me payer, et c'était le strict minimum qu'ils pouvaient légalement payer. Pendant ce temps, ma sœur Sandrine vivait dans un appartement coûteux dans un quartier chic de la ville. Elle partait en vacances dans des complexes hôteliers plusieurs fois par an. Elle achetait des vêtements chers, allait dans des restaurants de luxe. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos de plages et d'hôtels. D'où Sandrine tire-t-elle l'argent pour tout cela? Ai-je demandé une fois à mes parents. L'avocat lui a obtenu une excellente pension alimentaire de la part de son ex-mari, a dit mon père. Elle s'en sort bien parce que nous l'avons aidée à obtenir un bon règlement. Je n'ai plus posé de questions après cela. Les années ont continué à passer. J'ai continué à travailler dans ce pressing. Je travaillais avec des clients particuliers, mais je passais aussi des contrats avec des hôtels, des restaurants coûteux, des cliniques privées, et même un théâtre. Je m'occupais de tout. J'achetais toutes les fournitures de nettoyage moi-même, j'expérimentais différents produits chimiques et méthodes pour enlever les taches. Je tenais des registres détaillés de ce qui fonctionnait pour des types spécifiques de tâches. Mes parents ne se souciaient de rien de tout cela. Ils voulaient juste connaître les chiffres du chiffre d'affaires à la fin de chaque mois. Ils venaient à la boutique peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Le reste du temps, c'était entièrement moi. Puis Noël est arrivé. Toute la famille s'est réunie chez mes parents comme nous le faisions chaque année, cousins, tantes, oncles, tout le monde. Quand je suis entré, Sandrine était le centre de l'attention. Elle montrait son téléphone aux gens, parlant de son blog de beauté. Elle n'était pas une influenceuse majeure ou quoi que ce soit, juste moyenne, mais nos proches agissaient comme si elle était célèbre. Nous nous sommes tous assis pour le dîner. Mon père s'est levé pour porter un toast. « Je veux dire quelque chose sur mes filles », a-t-il dit, le verre levé. Sandrine est née pour briller et profiter de la vie. Tout le monde a souri à Sandrine. Et Amélie est née pour travailler. La pièce est devenue silencieuse pendant 1 seconde, puis les gens ont ri comme si c'était une blague. Ma mère a hoché la tête. C'est juste comme ça qu'est la vie. Chacun a sa place, son propre rôle. Amélie ne sera jamais aussi spectaculaire que Sandrine, mais ce n'est pas grave. Sandrine a souri et a hoché la tête comme si c'était parfaitement normal de dire cela. Quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levé de table. C'est une humiliation. Vous m'humiliez. C'est juste la vérité, a dit Sandrine en haussant les épaules. Ne sois pas fâchée parce que je suis belle et que tu ne le es pas. Regarde tes mains, Amélie. Ta peau. Tu n'as même jamais eu de véritable manucure. Tu as l'air d'une bonne.
Mes mains ressemblent à cela parce que je dirige votre pressing depuis 5 ans, ai-je dit. Je subviens aux besoins de toute cette famille pendant que tu ne fais rien. Tu n'es qu'une employée là-bas, a dit mon père. Et quand nous prendrons notre retraite, Sandrine recevra l'entreprise. J'ai eu l'impression qu'il m'avait giflé. Quoi? Vous m'aviez dit que je l'aurais. Vous aviez dit que si je restais et travaillais, l'entreprise serait à moi. Nous n'avons jamais dit cela, a dit mon père. Il mentait droit dans mes yeux. J'ai démissionné. J'ai dit, j'ai fini. Vous pouvez diriger le pressing vous-même maintenant. Vous pouvez payer toutes les factures vous-même. Amélie, ne sois pas hystérique, a dit ma mère. J'ai attrapé mon manteau et mon sac à main, j'ai appelé un taxi et je suis parti pendant qu'ils étaient tous encore assis à cette table. Mon téléphone a commencé à vibrer de messages avant même que je ne monte dans le taxi, tu as gâché Noël. Tu es dramatique. Reviens ici tout de suite. J'ai ignoré tout cela. J'ai dit au chauffeur de taxi de m'emmener au pressing. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé tout autour de moi, tout l'équipement que je savais utiliser, les dossiers clients que j'avais organisés, les contrats que j'avais négociés, mon carnet avec toutes mes formules et techniques de détachage. Cet endroit fonctionnait grâce à moi, pas grâce à mes parents. Moi. J'ai emballé mes affaires personnelles. J'ai pris mon carnet avec tous mes dossiers commerciaux et mes méthodes de nettoyage, tout ce que j'avais appris et développé au fil des ans. Le lendemain matin, j'ai appelé un service de messagerie et j'ai renvoyé les clés du pressing à la maison de mes parents. Puis j'ai passé un autre appel. J'ai appelé mon amie Roxane. Je l'avais rencontrée il y a quelques années sur un forum en ligne concernant le secteur des services. Nous avions discuté de techniques de nettoyage à sec, de services clients, de stratégie commerciale. Nous nous étions même rencontrés pour prendre un café à quelques reprises. Elle possédait sa propre entreprise de nettoyage à sec à Bordeaux. Elle m'avait invité à travailler pour elle auparavant, mais j'avais toujours dit non à cause de mes parents. Roxane, est-ce que cette offre d'emploi est toujours disponible? Ai-je demandé. Amélie, bien sûr qu'elle l'est. Je t'embaucherai dès maintenant si tu es sérieuse. Je suis sérieuse. Je viens de quitter l'établissement de mes parents. Tant mieux pour toi. Peux-tu commencer après les vacances? Oui. Alors tu es embauché. Nous parlerons du salaire quand tu viendras, mais fais-moi confiance, ce sera bien mieux que ce que tu gagnes actuellement. J'ai aussi trouvé un appartement près du pressing de Roxane et je l'ai loué. Un petit endroit, mais c'était le mien. J'ai emménagé juste après le Nouvel An. Les premiers jours à mon nouveau travail ont été incroyables. Roxane appréciait vraiment mes connaissances. Elle me demandait mon avis sur les tâches difficiles. Elle voulait en savoir plus sur mes contrats avec les hôtels et les restaurants. Elle me traitait comme une professionnelle, pas comme de la main-d'œuvre gratuite. Puis, une semaine après ma démission, mon père a appelé. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» a-t-il crié au téléphone. Je viens de parler à 3 clients qui ont dit que le pressing est fermé depuis des jours. Ainsi, ils n'avaient pas cru que j'avais réellement démissionné. Ils pensaient que je faisais juste un caprice et que je reviendrais. C'est pourquoi ils ont attendu une semaine entière pour me contacter. Je vous ai envoyé les clés par coursier, ai-je dit calmement, le lendemain de Noël. Tu ne peux pas simplement démissionner comme ça. Tu nous condamnes à l'échec. Je ne vous condamne à rien. J'ai démissionné. Vous devez aller travailler maintenant. Nous ne savons pas comment faire la moitié des choses que tu fais. Alors vous devrez apprendre ou embaucher 2 employés comme vous auriez dû le faire il y a des années, un pour la réception, un pour le nettoyage des vêtements. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé. Ma sœur a appelé. Je les ai tous ignorés. Puis les messages textes ont commencé. Ma mère a écrit en premier, « Nous n'avons pas d'argent pour payer les factures d'électricité du pressing. Nous devons acheter des fournitures de nettoyage. S'il te plaît, aide-nous. » J'ai supprimé le message sans répondre. Mon père a envoyé un message ensuite, « Tu détruis l'entreprise familiale. Tout ce que nous avons construit. » J'ai failli rire. Tout ce qu'ils ont construit. J'ai construit cette entreprise. Ils n'ont fait que collecter l'argent.
Sandrine a également envoyé un message, « Maman et papa sont stressés à cause de toi. Tu es égoïste. » J'ai bloqué tous leurs numéros. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Amélie, c'est ta tante Catherine, la sœur de ta mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Mes parents s'étaient disputés avec elle à propos de quelque chose, mais je n'ai jamais connu les détails. Bonjour, tante Catherine. J'ai entendu ce qui s'est passé à Noël. Je veux te voir. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose à propos de ta famille. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café du centre-ville. Tante Catherine était déjà là quand je suis arrivé, un dossier posé sur la table devant elle. Elle a fait glisser le dossier sur la table. Ta grand-mère a ouvert un fonds fiduciaire pour toi. 83 000 €. Tu étais censé le recevoir quand tu as eu 23 ans. J'ai ouvert le dossier. Il y avait une copie de l'acte de fiducie avec mon nom dessus. Mon 23e anniversaire avait eu lieu il y a 6 mois. Je n'avais jamais reçu d'argent. J'ai dit, je sais. Regarde la page suivante. C'était un document de virement bancaire, 83 000 € transférés sur un compte. En bas se trouvait une ligne de signature avec mon nom dactylographié en dessous. Mais la signature n'était pas la mienne. L'écriture ressemblait exactement à celle de mon père. Il a falsifié ma signature. Oui. J'ai trouvé ces documents par accident quand j'étais chez ta mère il y a quelques années. Je les ai vus dans un tiroir qu'elle avait laissé ouvert. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit alors? Tante Catherine a soupiré. Je ne voulais pas causer de scandale dans la famille. Et tes parents m'ont dit qu'ils te donnaient l'entreprise de nettoyage à sec. J'ai pensé que peut-être ils utilisaient ton fonds fiduciaire pour investir dans l'entreprise qui finirait par t'appartenir. J'ai pensé que cela s'équilibrait. Mais maintenant tu sais qu'ils donnent l'entreprise à Sandrine. Oui, c'est pourquoi je te le dis maintenant. C'est une fraude, Amélie. Ton père t'a volé. J'ai regardé les dates du virement. Cela correspondait exactement au moment où Sandrine a divorcé et a soudainement commencé à mener ce train de vie coûteux. Toutes ses vacances, ce bel appartement, les virées shopping. Je me suis senti mal. 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai travaillé au SMIC pendant que ma sœur vivait de mon héritage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ai-je demandé à nouveau. Je pensais que le pressing serait à toi. Je pensais qu'ils investissaient l'argent de ta fiducie dans une entreprise qui t'appartiendrait un jour. Cela semblait s'équilibrer, mais maintenant que je sais qu'ils donnent tout à Sandrine, je devais te dire la vérité. J'ai fixé les documents devant moi, la fiducie de ma grand-mère, la signature falsifiée de mon père, et 83 000 € qui auraient dû être à moi. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Tante Catherine a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tu dois parler à un avocat, Amélie. C'est une fraude. Ton père a falsifié des documents juridiques et a volé ton héritage. C'est grave. J'ai hoché la tête lentement, essayant toujours de tout assimiler. Toute ma vie au cours des 5 dernières années n'avait été qu'un mensonge. Pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement au SMIC, ma sœur dépensait mon argent. Pendant que mes parents me disaient d'attendre encore un peu pour l'université, ils utilisaient mon héritage pour financer le train de vie de Sandrine. Et ils n'allaient jamais me le dire. Ils n'allaient jamais me donner cet argent ou cette entreprise. Ils avaient prévu depuis le début de tout donner à Sandrine alors que je n'obtenais rien. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit à tante Catherine. Je sais que ce n'était pas facile. Tu mérites de connaître la vérité. Tu as toujours mérité mieux que la façon dont ils t'ont traité. J'ai quitté le café avec le dossier de documents serré entre mes mains. Mon téléphone a vibré avec un autre message de ma mère, demandant probablement encore de l'aide pour le pressing. Je l'ai supprimé sans le lire. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé et lui ai montré les documents que tante Catherine m'avait donnés. Il les a examinés attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque page. C'est une fraude, a-t-il dit. Votre père a falsifié votre signature sur des documents juridiques et vous a volé 83 000 €. Ce n'est pas seulement une affaire civile, c'est criminel. Que dois-je faire? Nous devons déposer une plainte à la police.
C'est du faux et de l'usage de faux et de la fraude. Ce sont des accusations graves. Est-ce que je récupérerai mon argent? C'est ce pourquoi nous allons nous battre. Mais d'abord, nous allons à la police. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un commissariat de police avec mon avocat. Nous avons déposé une plainte formelle contre mon père. J'ai donné des copies de tous les documents et expliqué toute la situation. Le détective a pris des notes, posé des questions et m'a dit qu'ils enquêteraient. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps pour que ma famille l'apprenne. 2 jours après avoir déposé le rapport, mon téléphone a commencé à recevoir des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis les messages ont commencé à arriver sur les réseaux sociaux avant que je ne puisse bloquer tout le monde. Ma mère a envoyé un message sur Facebook, « Tu as perdu la tête. Tu es une fille ingrate, une honte pour cette famille. Comment oses-tu envoyer la police après ton propre père ?» Ma sœur a également trouvé un moyen de m'envoyer un message, « Papa a des problèmes cardiaques à cause de toi. Maman pleure chaque jour. Tu déchires cette famille. » Je les ai bloqués partout. J'ai changé de numéro de téléphone et supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. Laissez-les pleurer. Laissez-les stresser. Ils m'avaient volé pendant 5 ans et ne s'étaient jamais senti mal pour cela. Ma tante a appelé pour prendre de mes nouvelles quelques jours plus tard. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé. « Je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai entendu dire par un cousin que tes parents travaillent eux-mêmes au pressing maintenant. Ils n'ont pas les moyens d'embaucher qui que ce soit. Tant mieux. Maintenant ils savent ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Ils disent à tout le monde que tu es le problème, que tu les as abandonnés. Laissez-les parler. Je connais la vérité. Vous connaissez la vérité. C'est ce qui compte. » Le travail au pressing de Roxane se passait très bien. Elle appréciait tout ce que je savais. Elle demandait mes conseils, me traitait comme une véritable employée au lieu d'une main-d'œuvre gratuite. « Tu sais, » a-t-elle dit un jour, « certaines de tes techniques sont vraiment impressionnantes. Où as-tu appris tout cela ?» Par tâtonnement. Des années de travail avec différents tissus et tâches. J'ai gardé des notes détaillées sur tout. Ces notes sont précieuses. Tu devrais penser à les rédiger correctement, peut-être même à les publier. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Mais elle avait raison. J'avais des années de connaissances que d'autres personnes de l'industrie voudraient probablement. 1 mois s'est écoulé. Je m'installais dans ma nouvelle vie, mon nouvel appartement et mon nouveau travail. Tout semblait plus léger sans ma famille qui me tirait vers le bas. Puis mon avocat a appelé. « L'enquête est terminée », a-t-il dit. Ils ont confirmé la falsification. L'écriture de votre père correspond à la signature sur le virement bancaire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'avocat de votre père m'a contacté. Il veut conclure un accord. Votre père veut éviter la prison, il est donc prêt à plaider coupable d'une accusation moins grave et à verser une restitution intégrale. Combien? 83 000 pour le fonds fiduciaire plus 27 000 pour la perte de revenus de placement au cours des 5 dernières années. Cela fait un total de 110 000 €. De plus, nous obtenons une ordonnance de protection permanente, de sorte qu'ils ne peuvent plus vous contacter. Et il n'ira pas en prison. Il aura une mise à l'épreuve de 2 ans mais il doit vous rembourser chaque centime. Et s'il viole l'ordonnance de protection ou ne paie pas, il va en prison immédiatement. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait qu'il aille en prison, mais une autre partie de moi voulait juste récupérer mon argent et ne plus jamais avoir affaire à eux. J'accepte l'accord, ai-je dit. Bien. Je vais tout finaliser. 3 semaines plus tard, 110 000 € sont apparus sur mon compte bancaire. J'ai fixé le chiffre sur l'écran de mon téléphone. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu dans ma vie, l'argent qui aurait dû être à moi il y a 5 ans. Ma tante a appelé ce même jour. « As-tu entendu ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. J'ai eu l'argent. Je parle de tes parents. Ton père a vendu le pressing pour te payer. Il ne pouvait pas réunir autant d'argent autrement. Il l'a vendu à quelqu'un qui voulait agrandir son entreprise. Tes parents ont aussi dû vendre leur maison, ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque. Ils ont acheté un petit appartement quelque part à la périphérie de Lyon. Et Sandrine, sans l'argent de ton père pour la soutenir,
elle ne peut plus maintenir ce train de vie. Son blog ne rapporte pas assez. Elle a dû déménager dans un logement moins cher et a trouvé un emploi dans une boutique de vêtements. Tout s'était effondré pour eux. L'entreprise était partie. La maison était partie. Leur vie confortable était finie. Et tout cela parce qu'ils m'avaient volé. « Est-ce que tu vas bien ?» a demandé tante Catherine. « Je sais que ce n'est pas facile. »« Je vais bien, ai-je dit. »« En fait, je vais mieux que bien. » Ils ont fait leur choix. Maintenant ils font face aux conséquences. Ton père et ta mère ont tous les deux trouvé du travail dans un entrepôt de supermarché. Ils travaillent sur les quais de chargement. Tant mieux. Laissez-les travailler comme j'ai travaillé. Laissez-les lutter comme ils m'ont fait lutter. J'ai pris cet argent et je me suis acheté un appartement à Bordeaux, un bel appartement avec une vraie cuisine et de l'espace pour tout ce dont j'avais besoin. J'ai contracté un prêt immobilier, mais c'était gérable avec mon salaire chez Roxane. Le reste de l'argent est allé dans l'épargne. Pour la première fois de ma vie, j'avais un véritable filet de sécurité. Mais le meilleur était encore à venir. Quelques jours plus tard, Roxane m'a appelé dans son bureau. « J'ai une proposition pour toi », a-t-elle dit. Je me suis assise en face de Roxane dans son bureau. « Quel genre de proposition ?» ai-je demandé. « Le pressing de ton père vient d'être vendu, n'est-ce pas ? Et je pensais à tous ces contrats que tu avais avec les hôtels, les restaurants et les cliniques, c'étaient tes contrats, pas ceux de ton père. » J'ai hoché la tête lentement. Je les ai tous négociés moi-même. Donc rien ne t'empêche d'appeler ses clients et de leur proposer le même service par notre intermédiaire. Elle avait raison. Ces relations étaient les miennes. Je les avais construites, entretenues et j'avais fourni un travail de qualité pendant des années. Tu veux que je les contacte ? Je veux que tu les amènes ici. Et quand tu le feras, je parie que notre entreprise va exploser. J'ai commencé à passer des appels le lendemain. L'hôtel avec lequel j'avais travaillé pendant 3 ans. Le restaurant chic qui nous envoyait son linge 2 fois par semaine. La clinique privée avec ses blouses de laboratoire et ses tenues de bloc. Le théâtre avec ses costumes. Bonjour, c'est Amélie. Je m'occupais de votre compte au pressing Lefebvre à Lyon. Je vous appelle parce que j'ai rejoint une nouvelle entreprise à Bordeaux et je voulais voir si vous seriez intéressé à poursuivre notre relation de service par correspondance ou pour vos antennes locales. Presque tous ont dit oui. Ils me connaissaient. Ils avaient confiance en mon travail. Ils ne se souciaient pas de l'entreprise de mes parents, ils se souciaient d'avoir leurs vêtements nettoyés correctement. En 2 semaines, le chiffre d'affaires de Roxane avait doublé sa base de clients. C'est incroyable, a dit Roxane en regardant notre calendrier de réservation. Nous allons avoir besoin de plus d'équipements, de plus d'espace. Peux-tu gérer cela ? Je pensais à m'agrandir depuis un moment, j'avais juste besoin de la bonne raison pour le faire. 1 mois plus tard, Roxane m'a de nouveau appelé dans son bureau. J'ouvre un 2e établissement, a-t-elle dit. Un espace plus grand, plus d'équipements, de la place pour gérer tous ces nouveaux contrats que tu as apportés. C'est génial. Et je veux que tu sois mon associé. Je l'ai regardé avec étonnement. Quoi ? Tu n'es pas seulement une employée, Amélie. Tu as apporté la moitié de nos clients. Tu as des connaissances et des compétences que je n'ai pas. Je veux officialiser cela. 30% de tous les bénéfices te reviennent. Nous partagerons les responsabilités de gestion. Tu t'occuperas des opérations et des relations clients, je m'occuperai du côté commercial et de l'expansion. Es-tu sérieuse ? Tout à fait sérieuse. J'ai déjà parlé à mon avocat pour rédiger les documents de partenariat. Qu'en dis-tu ? Oui. Absolument. Oui. Nous avons signé l'accord de partenariat 2 semaines plus tard. J'avais 24 ans et j'étais copropriétaire d'une entreprise de nettoyage à sec en pleine croissance. Le 2e établissement a ouvert 3 mois après cela. Nous avons embauché 6 nouveaux employés. Mon travail est passé de la main-d'œuvre physique à la gestion et à la supervision. J'ai formé le nouveau personnel à mes techniques, mis en place des systèmes de contrôle de qualité et géré les relations avec les clients. C'était tout ce que j'avais voulu, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ma tante est venue visiter le nouvel emplacement le jour de l'ouverture. Ta grand-mère serait si fière de toi, a-t-elle dit en regardant autour d'elle.
C'est à cela que ce fonds fiduciaire était destiné, construire ton avenir. Je suis contente que tu m'aies dit la vérité. Je suis contente que tu aies eu le courage de te battre. Je voyais toujours ma tante régulièrement. Elle était devenue comme une véritable mère pour moi, quelqu'un qui se souciait réellement de mon bien-être au lieu de simplement ce que je pouvais faire pour elle. Elle me tenait au courant pour mes parents et ma sœur, même si je ne le demandais jamais. Ton père et ta mère travaillent toujours dans cet entrepôt, m'a-t-elle dit un jour autour d'un café. Ils ont tous les deux emplois maintenant, essayant de joindre les deux bouts. Ils continuent de rembourser le prêt qu'ils ont contracté pour l'avocat de Sandrine. Et Sandrine? Elle travaille toujours dans cette boutique, vit toujours dans un logement bon marché. Son fils grandit, il va à l'école maintenant. Elle peut à peine payer les frais de garde. Je ne me sentais pas mal pour aucun d'entre eux. Ils avaient fait leur choix. Ils m'avaient volé, utilisé et humilié. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Ils demandent de tes nouvelles parfois, a dit ma tante. Ta mère surtout. Elle veut savoir si tu envisageras de leur parler à nouveau. Non. Ils ont volé 5 ans de ma vie et 83 000 €. Ils m'ont dit que j'étais né pour travailler tandis que ma sœur était née pour briller. Pourquoi voudrais-je un jour les revoir dans ma vie? Je leur ai dit la même chose, mais ils continuent de demander. Laissez-les demander. L'ordonnance de protection dit qu'ils ne peuvent pas me contacter. S'ils veulent s'interroger sur ma vie, ils peuvent le faire à distance. Ma tante a souri. Tu es plus forte qu'ils ne t'en ont jamais donné le crédit. Je devais l'être. Ils ne m'ont pas donné d'autre choix. L'entreprise continuait de croître. Roxane et je parlions déjà d'un éventuel 3e emplacement. Le partenariat fonctionnait parfaitement. Elle gérait l'argent et la planification, je gérais les opérations et la qualité. Nous formions une bonne équipe. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un, un homme nommé Damien qui est venu un jour en tant que client. Il était graphiste créatif et amusant et il n'avait aucun lien avec ma famille ou mon passé. Alors, tu es la propriétaire de cet endroit? A-t-il demandé lors de notre premier rendez-vous. En partie. Je suis associé. C'est impressionnant. Comment es-tu entré dans le secteur du nettoyage à sec? C'est une longue histoire, mais la version courte est que j'ai travaillé très dur et que j'ai eu de la chance avec une bonne associée. Je ne lui ai pas parlé de ma famille, pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je voulais juste profiter d'être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'était pas défini par ce que mes parents m'avaient fait. La vie était belle. Vraiment belle. J'avais mon propre appartement, une entreprise prospère, de bons amis et une relation qui se passait bien. J'ai construit tout cela moi-même à partir de rien. Mes parents avaient essayé de me maintenir petite, de me faire travailler pour eux pour toujours, sans jamais me laisser grandir ou réussir. Mais je m'étais sorti de là. Je m'étais défendu et j'avais gagné. Parfois, je pensais à ce qu'aurait été ma vie si j'étais resté, si j'avais continué à travailler dans ce pressing pour le salaire minimum, en regardant ma sœur vivre de mon héritage volé, en écoutant mes parents me dire que j'étais né pour travailler. Mais je ne suis pas resté. Je suis parti. Et cela a fait toute la différence. Je ne parle plus à mes parents. Je ne parle plus à ma sœur. L'ordonnance de protection garantit qu'ils ne peuvent pas me parler non plus. Mais je parle tout le temps à ma tante. Elle est la famille, la vraie famille, celle qui se soucie vraiment de vous. Et j'ai Roxane qui a vu ma valeur quand mes propres parents ne l'ont pas vue. J'ai une entreprise qui prospère, un avenir radieux et une vie qui m'appartient entièrement. C'est plus que ce que mes parents n'ont jamais voulu que j'aie. Et c'est tout ce que je mérite.